Maintenant vient aussi justement la question qui concerne ces sources. Est-ce que finalement les ouvrages anthroposophiques, les ouvrages dits de sciences de l'esprit d'orientation anthroposophique, on peut leur faire confiance? Bien, je dirais que d'abord, ce qui a été dit précédemment par rapport à tout contenu de connaissances spirituelles reste valable là aussi. D'ailleurs, l'auteur de ces livres ou de ces conférences anthroposophiques, Rudolf Steiner, exhortait son public à vérifier par lui-même, hein, à ne pas lui faire confiance, que non plus de manière aveugle, hein, ça n'a bien sûr là aussi aucun sens. Et puis, il y a un autre élément qui s'ajoute dans le cadre des ouvrages anthroposophiques, c'est que en fait, cette œuvre, telle qu'on peut y accéder aujourd'hui, on peut en grosso modo la diviser en deux catégories. Une partie de l'œuvre de Rudolf Steiner est constituée d'ouvrages qu'il a écrits lui-même, directement, à peu près une cinquantaine d'ouvrages, et le reste de son œuvre, telle qu'elle est publiée actuellement, environ 300 ouvrages, un peu plus de 300 ouvrages, elle a été rédigée sur base de notes manuscrites prises lors des conférences données par Rudolf Steiner. Et en ce qui concerne ces conférences, dans la plupart des cas, ces conférences n'étaient pas destinées au grand public. Elles étaient destinées uniquement à des personnes qui s'intéressaient à l'anthroposophie, qui étaient déjà assez familiarisées avec des concepts de base. Et en outre, lorsque Rudolf Steiner donnait des conférences à ses publics, ce qui est le cas le plus souvent, elles étaient formulées en tenant compte des besoins spécifiques de ces publics spécifiques, qui pouvaient varier considérablement d'un endroit à l'autre, d'un moment à l'autre. Et donc, si ces conférences avaient été destinées au grand public, Rudolf Steiner aurait sans doute choisi d'autres formulations. Et il n'aurait pas donné la même forme que celle qui se retrouve dans les conférences qui ont été données à ces publics spécifiques. À cela vient s'ajouter un problème supplémentaire, c'est qu'au début, les notes qui étaient prises lors des conférences étaient souvent parcellaires. Toutes sortes d'auditeurs, auditrices différents prenaient des notes, et puis, tant bien que mal, on reconstituait sur base de ces différentes notes un texte de conférence. Par la suite, des sténographes professionnels ont pris des notes et les conférences dactylographiées qui en résulteront seront déjà beaucoup plus proches de ce que Rudolf Steiner a dit effectivement. Donc si j'en reviens à ces textes de conférence, hein, pour les raisons que je viens d'indiquer, eh bien, normalement, ils circulaient uniquement entre les personnes qui s'y intéressaient et elles étaient libellées comme étant réservées aux membres de la société anthroposophique de ces années-là, au cours desquelles d'ailleurs Rudolf Steiner lui-même n'était pas membre de cette société anthroposophique. Et j'ajoute ceci encore, c'est que dans l'immense majorité des cas, Rudolf Steiner n'a pas été en mesure de relire ces conférences dactylographiées sur base soit de sténogrammes, soit de notes prises ci et là par les uns et les autres. Il n'a pas été en mesure de les corriger dès lors. Forcément, les manuscrits ensuite dactylographiés comportaient et comportent aujourd'hui encore des erreurs, des omissions. Donc on voit que il y a une série de couches de déformation, si je puis dire, qui ont pu s'ajouter, déformer précisément ce qui a été exprimé effectivement oralement par Rudolf Steiner lors de ces conférences données oralement. Et malgré cette situation, toutes ces réserves, les textes se mirent pourtant à circuler publiquement. Et Rudolf Steiner fut contraint d'accepter d'autoriser leur diffusion publique, toutefois en rappelant à chaque fois ses réserves. Bon, et puis c'est pas tout, je viens d'évoquer la problématique générale liée aux conférences données par Rudolf Steiner, comment un miroir ou je dirais des lumières déformantes ont pu s'ajouter, mais il y eut aussi des erreurs de retranscription entre les sténogrammes et les versions dactylographiées.
Ou encore, des sténogrammes ont été revus ou modifiés par les éditeurs, souvent avec de bonnes intentions, mais il ne s'agissait pas des paroles originales de Rudolf Steiner. Bon, je vais vous donner un exemple concret. À peu près à partir de 1916, Rudolf Steiner mentionne la date de 1413 comme étant un moment pivot dans l'histoire de l'évolution de l'humanité, comme le passage d'une époque de civilisation qui précédait cette période-là vers une toute nouvelle époque de civilisation. La date de 1413 n'est donc citée qu'à partir de 1916 environ. Or, avant 1916, dans certaines conférences que donne Rudolf Steiner, il est déjà fait mention de ces grandes époques de civilisation, et les éditeurs ont cru bien faire en reprenant cette date de 1413 avant 1916, dans les conférences qui sont données avant 1916. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est devenu à peu près quasiment impossible de savoir quand, pour la première fois, Rudolf Steiner utilise vraiment cette datation, d'une part, et d'autre part, on n'a plus effectivement affaire aux paroles telles qu'elles ont été prononcées originellement. Le cas échéant, si on voulait faire une étude plus pointue encore du contenu de conférences, de leur contexte, etc. Alors il y a eu aussi des erreurs de retranscription entre des documents dactylographiés sur base de sténogrammes ou sur base de notes qui avaient été prises par des auditeurs, et ensuite sur leur édition officielle. Je dis bien certaines erreurs. Ainsi, une de mes connaissances, qui est en réalité un grand savant, hein, peut-être une des plus grands savants qu'il m'ait été donné de rencontrer, qui a des connaissances considérables, y compris dans le domaine de l'anthroposophie, m'a témoigné un jour avoir constaté que, à la lecture d'un livre édité, hein, de conférences de Rudolf Steiner, il était simplement impossible qu'il ait exprimé tel ou tel contenu tel qu'il se retrouvait dans cette version éditée publiquement d'une conférence de Rudolf Steiner. Et donc cette personne a été jusqu'à vérifier dans les archives à Dornach, hein, Dornach en Suisse, hein, qui est le siège de la Société anthroposophique universelle, du moins telle qu'elle se fait appeler aujourd'hui, hein, et il a constaté, en allant fouiller dans ses archives, il a retrouvé des documents, je crois me souvenir que c'était des documents dactylographiés, et en effet, il y avait des erreurs de retranscription. Et puis j'ajoute encore un autre enjeu qui ne concerne pas spécifiquement les lecteurs des textes en langue allemande, mais tous les autres. C'est la question des traductions. Et cette question, cette problématique des traductions concerne aussi bien les ouvrages écrits par Rudolf Steiner directement, ces ouvrages publics écrits de sa main, que les cycles de conférences à proprement parler. Vous connaissez probablement cette expression traduttore et traditore. Le traducteur est un traître, hein, cette expression italienne, le traducteur est forcément un traître. Comment peut-il faire autrement? Dès que l'on traduit d'une langue à une autre, on ne peut plus trouver exactement la même forme de pensée. Pas de possibilité de faire autrement. Mais avec les contenus de connaissance de la science de l'esprit d'orientation anthroposophique, c'est plus compliqué encore. Il n'y a eu que peu, ou voire pas du tout, de traduction faite par des professionnels, dont c'est vraiment le métier. Et ça peut se comprendre. Parce que Rudolf Steiner, lorsqu'il s'exprime, il s'exprime en formant souvent de nouveaux mots, en formant de manière créative, je dirais, l'expression de la langue allemande. Et en outre, bien sûr, il fait référence constamment à des contenus, à des réalités qui sont issus d'autres mondes que notre monde sensoriel, physique, dont les langues sont... Or, les langues sont adaptées à ce monde physique sensoriel. Donc, comme la forme de langage et les formulations de Rudolf Steiner sont déjà très spécifiques en allemand, pour toutes ces raisons, il était et il est très difficile de faire appel à des traducteurs professionnels. Pas de traducteurs professionnels, donc nécessité de se rabattre sur des traductions souvent réalisées en amateur, hein, parfois certes des amateurs tout de même très sérieux, hein, mais aussi avec des approximations, des faiblesses. Parfois, portant jusque sur des terminologies de base.
Alors vraiment, c'est très surprenant de constater que Geistwissenschaft est traduit par science spirituelle et pas par science de l'esprit. Il y a tout de même une grosse nuance entre science spirituelle et science de l'esprit. En langue française, vous trouverez d'innombrables ouvrages où c'est science spirituelle qui est utilisée. Ou encore, plutôt qu'utiliser l'expression le jeu de l'être humain, c'est traduit par le moi. En langue française, pour ceux et celles, par exemple, qui ont une culture qui a plus ou moins intégré des concepts de psychologie, de psychanalyse, etc., ça donne encore une autre conception. Donc même pour des formulations qui sont autant à la base de la science de l'esprit, d'orientation anthroposophique de Rudolf Steiner, on peut voir que même à ce niveau-là, des termes discutables, parfois très discutables, ont été choisis, qui modifient plus ou moins considérablement la forme de pensée de celui ou celle qui les étudie. Ce n'est pas tout. J'ai commencé à y faire allusion, à savoir que traduire des réalités, des mondes spirituels, des mondes suprasensibles en mots utilisés pour le monde physique est une véritable gageure en soi. C'est un combat, une lutte permanente. Les lois des mondes spirituels sont différentes, considérablement différentes de celles du monde physique. Les êtres qui s'y déploient aussi, et ceci est d'autant plus vrai que précisément le regard de l'investigateur plonge, je dirais, dans les hauteurs. Voilà, déjà le mot hauteur est déjà problématique. Peut-on vraiment parler de hauteur quand on parle du monde spirituel? Ce n'est qu'une analogie. Et la langue française, dès lors qu'il s'agit de traduire ces réalités des mondes suprasensibles, se prête nettement moins bien que l'allemand, par exemple, dont la plasticité est beaucoup plus grande. Donc, en résumé, il y a pas mal de couches de déformation possibles au sujet de l'œuvre originelle de Rudolf Steiner, l'œuvre communiquée par écrit ou oralement. D'abord, la traduction, déjà que lui-même a dû réaliser, qui est une véritable lutte, un combat, depuis les expériences, les perceptions, les observations qu'il pouvait faire dans le monde spirituel jusqu'à l'allemand. On a vu qu'en ce qui concerne les conférences, eh bien, il a fallu s'appuyer au début sur des notes disparates d'auditeurs, d'auditrices, et puis ensuite sur des notes sténographiées, qui sont transférées par la suite vers des notes dactylographiées, de ces notes dactylographiées aux éditions et diffusion publique, et puis ensuite c'est traduit de l'allemand au français, et puis il y a encore des choix d'éditeurs, qui vont parfois jusqu'à modifier certaines parties de textes de conférences, d'ajouter des titres, de reporter dans des conférences antérieures des éléments qui ne s'y trouvaient pas encore, etc., etc. Alors ça ne signifie pas que les communications que l'on trouve dans les livres en langue française attribuées à Rudolf Steiner soient truffées d'erreurs du début à la fin. Mais elles vont en comporter nécessairement. Et surtout, je dirais, si, comme le disait un de mes amis, on commence à faire des investigations très pointues, très détaillées. Lorsque ces investigations sont mises en œuvre, ces erreurs peuvent devenir parfois vraiment gênantes. Tout ça nous amène à nous méfier aussi bien des adeptes ou de bien des adeptes de Rudolf Steiner que de détracteurs de Rudolf Steiner, parce que les uns comme les autres s'appuient bien souvent sur des non-sens, des paroles que Rudolf Steiner n'a jamais prononcées, c'est-à-dire parfois n'importe quoi. Une fois encore, nous sommes invités, lorsque nous étudions, y compris des documents d'aussi grande qualité pourtant que ceux que l'on peut trouver sous la plume de Rudolf Steiner ou retranscrits de ses conférences, d'intensifier notre activité pensante, notre faculté de discernement,
notre démarche de chercheur actif, je sais que je me répète, sans s'arrêter, et même d'ailleurs de les intensifier toujours davantage. Et enfin, pour terminer, j'aimerais tout de même témoigner aussi de ce que, bien que je sois un lecteur en langue française de l'œuvre de Rudolf Steiner, je ne cesse néanmoins pas d'être étonné, malgré des erreurs qui doivent forcément s'y trouver, pour les raisons que j'ai mentionnées, et dont je ne suis pas toujours aussi directement conscient. Je suis tout de même étonné par, je dirais, le caractère excessivement, extrêmement précis des mots qui sont choisis pour qualifier de manière nuancée tel ou tel contenu de réalité, spirituelle ou physique d'ailleurs. Étonné par le sens de la composition, par l'extrême précision. Et il est arrivé plus d'une fois, par exemple dans mon rapport avec des personnes qui sont douées de clairvoyance, de constater à quel point les paroles de Rudolf Steiner dépassent, et de très loin, en qualité, en précision, malgré toutes ces couches de transformation partielle que je viens de décrire, ce que même les plus actifs, les plus brillants, les personnes que j'ai pu rencontrer ont pu m'exprimer. Il y a là vraiment, malgré ces difficultés, matière à étudier, et à étudier avec toute la rigueur et la vigueur que j'ai évoquée.